Bonsoir, nous sommes au... Non, même pas. Bonsoir, nous sommes au Urban Brest. Urban Zone. Bonsoir, nous sommes au Urban Zone de Brest, en compagnie de notre cher Moulmoul. Alors Moulmoul, tu avais quelques questions à me poser, n'est-ce pas? Tout à fait, mon cher Dutre. C'était dur. C'est Duratron. C'est Duratron. Donc oui, contextualisation avant de continuer. Ça fait 3 jours qu'on enchaîne, qu'on encadre des petits toute la journée. On n'en peut plus. On est rincé. On adore, hein, mais alors le cerveau, Voilà, il est mort. Tous les soirs à 19h, on rentre. 19h, t'es gentil, on à arrive à 19h, 20h, il y a un débrief. Voilà, à 19h, on commence à avoir l'idée de partir du Urban Zone. Et c'est là à peu près où les points de cuisse avoisinent les 10-12. Et donc... Les 10-12 pour toi parce que c'est ta place à Mario Kart, moi c'est 1. On va te faire foutre. Donc ouais, on sera probablement éclaté tout le long du podcast, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Peut-être que ce sera encore plus drôle, parce que je pense qu'on sera quand même pas con, mais en même temps très con. Voilà, exactement, t'as tout dit. Moi, La phrase est belle. Ouais. Je crois vraiment, on s'arrête là-dessus, c'est tout. Enchaîne, parce que là pour le moment il n'y a que l'humour, il n'y a pas de truc utile. C'est vrai, de quelle question voulais-je te poser? Dis-moi tes questions. Mon cher Duratron. Dis-moi tes questions, Moulmoul. Alors, j'aurais voulu savoir comment on allie préparation physique et street workout. Je peux préciser quand même que c'est plus du tout la même question que la première. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais noté préparation physique et street workout into fédéré. D'accord, et je me présente plus. C'est vrai. Ok. Bon, je vais me présenter, je fais ça à sa place, hein, alors que je l'ai pas. Je vais me présenter rapidement, je pense qu'il y a pas mal de gens quand même qui me connaissent, surtout s'ils te connaissent toi, normalement ils m'ont vu passer à un moment ou un autre dans Bible of Static par exemple. Donc moi je m'appelle Colin Doja, mon vrai pseudo c'est Duragon Sama, pas Duratron, et... Pas encore. Pas encore Duratron. Et alors je suis athlète en calisthenics street workout depuis 10 ans, j'ai commencé en 2014, j'ai commencé les compétitions fin 2014, début 2015. J'ai fait beaucoup de compétitions différentes, du coup je suis monté progressivement de, on va dire, du régional à national, de toute façon c'est un peu flou dans ces gammes-là, en street workout, on va avoir l'occasion d'en parler. Ouais. Ensuite j'ai pu faire quelques petites compétitions internationales, très aléatoires, très difficiles de pouvoir estimer le niveau, et dernièrement je peux considérer que je suis un athlète de niveau mondial, puisque j'ai pu participer à 2 compétitions de niveau mondial, enfin plutôt, j'ai pu me sélectionner au championnat du monde et j'ai pu participer au FIBO. Bon palmarès. Oui, et à côté de ça, je suis juge international. Est-ce qu'on peut dire coach? Est-ce que tu m'autorises à dire coach? Je t'autorise à dire coach. Ok, il m'autorise à dire coach. Si vous vous demandez pourquoi je demande l'autorisation, c'est que coach, c'est un terme un peu flou en France. En Amérique, il est très précis, mais en France, il est un peu flou. Et en soi, c'est un terme qui ne dit pas si on a des diplômes ou pas. Je ne suis pas entraîneur, j'ai fait la formation, mais je n'ai pas validé le diplôme. J'aurais pu, mais c'était des détails personnels, mais voilà, ça a été compliqué. Et donc, je n'ai pas le droit de dire que je suis entraîneur. Dire que je suis coach, c'est flou. Moulmoul, ici présent, étant diplômé, le valide. On va dire qu'on le valide. Moule validé. Voilà. Ok, bah c'est une bonne présentation. Merci. Ouais, je propose qu'on entre direct dans le vif du sujet, étant donné que toutes les personnes qui regardent ma chaîne la plupart du temps me connaissent. Ils savent pas pourquoi on va m'appeler Moulmoul tout au long de la vidéo, mais ça... On leur expliquera plus tard. Ça viendra au fur et à mesure, ça viendra, ne soyez pas si pressés. Donc... oh le teasing de projet le plus éclaté. Alors tout le monde va être trop déçu. Mais dans les deux sens, genre le teasing est nul et tu t'attends quand même à mieux que le résultat. Oui, tu rates trop. Ouais, le featuring est quand même fou. Donc oui, aussi, on attend vos retours sur l'épisode qui n'a pas encore commencé, mais si vous trouvez déjà ça bien... Il y a eu une présentation. Oui, ok. Si vous trouvez déjà ça bien, eh bien vous nous le faites savoir en commentaire, parce que le projet, c'est de créer la chaîne Moulmoul et Duratron. Moulmoul et Duratron, mais on vous dit pas pourquoi. Voilà. On vous dit pas pourquoi. Ça sera Moulmoul et Duratron. Et c'est tout. Ça se trouve, il n'y aura même pas de vidéo. Mais au moins, la chaîne est Moulmoul et Duratron. Ça existe. Avec 2 photos nulles de nous. Ok, commençons mon cher Colin. Donc, la question, c'est comment on prépare physiquement pour du street workout? Alors déjà, je vais avoir besoin qu'on détaille quelque chose, parce que je pense que nous, on a la même notion de comment on prépare physiquement, mais est-ce que les gens qui nous écoutent l'ont?
qu'est-ce que tu appelles préparer physiquement? On parle de préparation physique, qu'est-ce que tu inclus dans la préparation physique? Ouais, alors pour moi, la préparation physique, comme je l'entends, c'est de la préparation physique de manière à performer en compétition après. D'accord, donc déjà c'est de la préparation physique à visée de performance. C'est ça. C'est pas juste quelqu'un qui voudrait commencer le street workout et qui a aucune base, c'est juste est-ce que je dois faire des renforts de muscu ce voilà. genre de choses. Là, on parle vraiment de comment tu fais de la préparation physique pour la compétition. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que demain, il y a enfin dimanche, parce que dimanche, donc actuellement nous sommes vendredi soir. On sait même plus quelle journée. On est éclaté, on est vendredi soir, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, Colin, ici présent, donne un workshop sur la préparation physique. C'est totalement gratuit. Bon, bah, au moment où vous regarderez. Plus que la préparation physique, c'est l'optimisation de performance. Bah, on va aussi parler de nutrition, on va aussi parler de préparation mentale, on va aussi parler c'est de la préparation physique, mais c'est pas toujours inclus dans la préparation physique à visée compétitive. Je vais parler de calendrier de compétition, de préparer une saison, aussi justement, par exemple, souvent quand on fait de la préparation physique à visée compétitive, on vise juste d'avoir un palmarès à cette compétition. Mais quand on parle d'optimisation de performance, des fois ce n'est pas le palmarès qu'on vise. Et donc la préparation n'est pas la même. Forcément. Si votre but c'est de vous faire voir par des sponsors, il n'est pas toujours pertinent de gérer votre performance, de vous économiser pour arriver jusqu'en finale. Il est plus pertinent de marquer le coup, de créer un écart avec les autres athlètes, quitte à perdre. Et ce n'est pas la même préparation physique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et donc, si on entre dans le vif du sujet, là ma question c'est, toi demain tu as un athlète, soit tu le prends en charge, soit tu dois lui conseiller quelque chose. Comment tu t'y prends pour le préparer à une compétition? Alors, forcément que je ne vais pas pouvoir donner du très concret. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre de la compétition. Au moins. Et en plus, il peut y avoir plein d'autres critères. Mais déjà, ça dépend de l'athlète, ça dépend de la compétition. Mais pour moi, les grandes règles, c'est bien évidemment qu'il faut qu'on commence par fixer les objectifs avant même de parler de force et de faiblesse. C'est-à-dire que je m'en fiche de ses forces et de ses faiblesses si je ne sais pas ce qu'il veut. Est-ce qu'à cette compétition-là, il veut arriver premier? Est-ce que cette compétition-là, c'est la première fois qu'il performe et il veut juste pas paraître ridicule? On en revient à ce que je disais juste avant, hein, on ne va pas travailler de la même manière. Mettons, parce que c'est plus simple, parce que j'imagine que si vous regardez ce podcast, c'est ça que vous voulez, il veut arriver premier. Ouais. C'est le plus probable. S'il veut arriver premier, on va devoir faire, si on rentre vraiment dans le cœur de la préparation physique, on va devoir vérifier en fait toutes les actions moteurs dont il est capable. Pourquoi j'utilise le terme action moteur? Tu vas me dire si je dis une bêtise, mais c'est parce que ça englobe normalement sa mobilité, sa souplesse passive. Je précise souplesse passive parce que souvent il y a des gens qui vont confondre mobilité et souplesse. Ouais. Donc souplesse passive. Son explosivité, ses réflexes neuromoteurs et même son acuité visuelle d'ailleurs, son acuité visuelle, ses réflexes neurologiques purs, son explosivité. J'ai dit la force? Parce que, du coup, t'as pas dit la force. J'ai pas dit la force, parce que c'est un évident, donc du coup j'ai essayé de penser aux autres. Oui, évidemment, la force dont est capable son muscle. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en mode mais je comprends pas, il y en a beaucoup là. Et oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens vont mettre le réflexe neuromoteur, l'explosivité, etc. dans le même panier que la force. Mais c'est pas du tout le même panier. Je peux très bien avoir un athlète qui va avoir une force pure, on va l'appeler comme ça pour que ce soit plus simple, pour qu'on fasse la séparation. Une force pure énorme, et en termes de puissance, force fois vitesse, pas tant. Ouais. Ce qui va pas nous servir du tout dans une compétition de calisthenics, parce qu'en fait, nous on donne l'impression de faire des figures statiques, mais c'est pas vrai. On est en puissance, on est en force fois vitesse. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir de la vitesse dans votre mise en place, vous pouvez être sûr que votre planche elle va jamais tenir. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins. Et donc, il y a plusieurs profils d'athlètes. Il y en a qui, leur puissance, ils vont exprimer vachement la dominante vitesse, et il y en a d'autres qui expriment vachement la dominance force. Moi, c'est la vitesse. Oui, un petit peu, ça se voit. Ça répond à l'Ivan qui disait mais comment ils font pour être tout aussi fin et avoir des perfs de ouf? La vitesse. Elle est dans l'équation, donc tu augmentes ta vitesse, t'as pas besoin d'autant de force. Et vu que je pèse pas lourd, en plus, déjà j'ai un bon rapport poids-puissance et c'est pour ça que je prends pas. Donc ça, je pense que ça sera détaillé davantage dans une formation individualisation, par exemple, ou et dans voilà, un ça fait podcast sur le sujet. J'ai dit éventuellement. Donc, poursuis un petit peu. Comment est-ce que tu testes ces aspects-là?
Est-ce Alors, que c'est juste en observant? tu vas me faire répéter beaucoup de fois le ça dépend. Oui, bien sûr, mais c'est la C'est- réponse à tout. C'est c'est- comme 42, tu vois. Ouais. Non, mais c'est C'est comme la horrible. levrette claque. C'est horrible ce genre de vidéo parce qu'on dirait que je réponds jamais pour de vrai, mais le problème c'est que c'est ça. Si je vous dis je fais ça, dans un contexte ça marchera pas. Mais on va repartir dans un exemple concret. On va dire que le gars, déjà, je l'ai en présentiel. Ok. Et on va dire que le gars, il m'a vraiment pris un suivi en mode un vrai coaching, parce qu'on ne fait pas de vrai coaching dans le strict, mais on va dire que c'est un vrai coaching comme dans un vrai sport, c'est-à-dire que c'est un suivi continu. Quand je dis continu, c'est pas dans le sens je le garde sur un mois, c'est continu. Il s'entraîne, je suis là. On est bien d'accord, Ok. c'est ça un coaching. Hein. Ouais. Voilà. Donc il s'entraîne, je suis là. Chaque entraînement, je suis là. Si chaque entraînement, je suis là, moi généralement ce que je vais faire, je dis moi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de procéder, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, c'est probablement que les 2-3 premiers entraînements, je ne vais rien dire et rien faire. Je vais venir et voir comment il s'entraîne. Parce qu'en fait, c'est tout aussi important que je vois de quoi il est capable, que également je vois pourquoi et comment il en est capable. Pourquoi il décide de faire ça, comment il s'entraîne, etc. Si je me mets tout de suite à lui donner des exercices, je ne sais pas quelle est sa vision de son entraînement. Et même si ça c'est un petit peu de la préparation mentale, c'est de toute façon indissociable parce qu'en fait, je ne peux pas analyser une performance, et par performance je parle même de performance physique pure, genre sa force pure, hors contexte. Et le contexte que je dois avoir, c'est le sien, pas le mien. Ouais, ok. Tu dois voir sa vision de l'entraînement Voilà. d'abord. Comment. Ce que je ferais, moi, enfin, ce que j'ai fait en préparant d'autres sports avant le street workout, j'ai pas encore eu l'occasion de préparer un athlète pour de la compétition, du moins pas un athlète freestyle, parce qu'on parle bien de street workout freestyle. Ce que je ferais pour le préparer, c'est que j'observerai d'abord, enfin je lui demanderai d'abord de réfléchir par lui-même, à son avis, comment est-ce qu'il doit se préparer, comment est-ce qu'il axerait ses entraînements pour être prêt pour la compétition. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai plus d'expérience ou parce que je suis imbu de moi-même, les deux marchent. Mais moi, ça, j'ai l'impression d'arriver à le voir juste en le laissant s'entraîner. Je le vois, parce que je vois l'estimation en fait. Par contre, c'est pour ça qu'il me faut 3 séances, pas une. C'est parce qu'avec une seule, j'ai pas du tout une vision globale. Oui, ça peut varier d'une Voilà. séance à l'autre. Mais normalement, en 3 séances, j'ai une vision de sa semaine. Et en fait, la vie est un cycle. Sachez, mes amis, la vie est un cycle. Son cycle sur une semaine sera très probablement une vulgarisation de son cycle sur un mois, qui sera probablement une simplification de son cycle sur l'apprentissage. Donc, en voyant une semaine, c'est-à-dire probablement 3 séances, probablement, parce qu'il ne peut pas faire du freestyle tout le temps, normalement, j'ai une vision d'ensemble de comment il évolue. Je peux en tout cas m'arracher les cheveux pour avoir une vision d'ensemble. Parce que oui, c'est chiant, c'est compliqué, il faut noter des trucs. On n'aime pas noter des trucs. Et après, j'ai des recettes toutes faites aussi. Ça peut peut-être t'intéresser. J'ai des recettes toutes faites aussi. Par exemple, je dis que je donne des coachings. Je ne considère pas que je fais des suivis mensuels, mais je ne considère pas que je fais des suivis compétitifs encore. Je pourrais, j'en propose, mais j'en ai pas en street. J'en ai en roller derby, mais j'en ai pas en street. Euh, euh, pour moi, genre dans un coaching où je simplifie, je vais séparer en 3 grands axes. Le travail musculaire, le travail technique et le travail nerveux. Ouais, là-dessus on est d'accord. Voilà. Le travail musculaire, tout le monde le connaît. Si je vulgarise, c'est tu dois avoir des épaules solides, fais des tractions, fais des pompes. Voilà. Et évidemment, vu qu'on est dans du freestyle, on devient de plus en plus spécialisé dans notre travail musculaire. Voilà. Le travail technique, je peux même frustrer un athlète. Ça peut même être parfois très intéressant de frustrer un athlète. Alors ça paraît horrible dit comme ça, mais c'est pas de la manipulation, on se met d'accord avec la tête. Mais frustrer un athlète, c'est-à-dire que pour voir vraiment sa compréhension technique, des fois on va faire des séances où musculairement il n'a fait pratiquement aucun effort. Ouais, c'est juste des mouvements à vide quoi. Des mouvements à vide, voire même c'est de la visualisation. Ouais. Et je vais voir en fait ce qui réagit, c'est-à-dire vous avez déjà vu des mentalistes parler des choses qui transparaissent même quand on essaie de les cacher. À force d'avoir, parce qu'avant le street j'ai fait 10 ans d'escalade compétitif, j'ai encadré aussi en gym, j'ai eu l'occasion d'accompagner le technicien Mathieu... Oh mince, j'ai mangé son nom.
Bon, Le Mathieu, prénom suffit. Mathieu, technicien à la FF Gym. Ouais. Tant dire ce... Là, c'est pardon monsieur, merci monsieur. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Olivier Bollier, préparateur, préparateur Ouais, je le physique connais, pour les JO. Donc j'ai piqué plein d'astuces. Et aujourd'hui, j'arrive à voir, si je demandais par exemple là maintenant, c'est quoi on va le faire? Parce que c'est plus parlant. Au top. Ok. Ferme les yeux, relâche-toi, mets-toi normal. Maintenant, donc tout l'intérêt de cette démo, hein, c'est que tu ne vas pas le faire pour de vrai. Tu vas y penser, tu vas visualiser. Ok. Je veux que tu revisualises la protraction dont on a parlé aujourd'hui, ok? L'engagement, vous remarquez qu'il est déjà pas très bon pour ne pas totalement le faire parce qu'il a eu besoin du coup de se relâcher précisément les épaules pour revoir la protraction. Ça s'est vu, c'était évident. J'espère que le reste se verra à la caméra. Tu te rappelles, je t'avais parlé de l'action PEC. L'action PEC qui permet justement de venir resserrer légèrement les épaules. Donc là, ça se verra probablement pas avec la basse luminosité, mais dès que j'ai dit ça, sa respiration s'est légèrement accentuée et elle est remontée sur le torse. En fait, elle s'est vraiment centrée au niveau des pecs. Et notamment, du coup, il a eu un petit mouvement de relâchement à la deuxième respiration où son épaule est revenue vers l'intérieur. Est-ce que toi, tu l'as senti, vu que tu es un peu plus habitué à travailler? Est-ce que tu as senti que, naturellement, je t'ai parlé de l'action pec, et du coup, en fait, tu es venu tirer les épaules à l'intérieur, mais pas en force, naturellement. Ouais, je les ai relâchées, elles sont mises dans la position. Elles se sont mises dans cette position. On aurait parlé de rétraction, probablement que tu serais parti vers l'arrière. Ouais, ça m'aurait pas étonné. Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai appris à choper. Si vous voulez vous entraîner à faire ça, le plus important, c'est faites comme si vous aviez toujours raison. Vraiment, genre, là, j'aurais pu me gourer. Je fais comme si j'avais toujours raison. Et c'est une fois que j'ai fini mon analyse que j'émets mon doute. Pour réussir à voir ça, au moment où vous êtes dedans, vous êtes un génie. Vous êtes un putain de génie capable d'analyser le moindre détail. Vous avez raison sur tout. C'est pas vrai. Mais vous faites ça. Pas forcément. Mais vous faites ça. Et une fois que c'est fini, vous faites ok. Bon, en vrai, ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Ça, je crois que je me suis bourré. Ça, et vous réajustez. Et avec le temps, bah, ça devient vrai. Oui. Mais il faut apprendre. Enfin, je pense que le plus important lorsqu'on coach une personne, ou du moins lorsqu'on prend en charge, c'est de montrer quand t'es coach que tu doutes pas. Tu montres que tu doutes pas sur l'instant. Mais ça veut pas Puis dire tu corriges s'il y a eu Voilà. erreur. Ça veut pas dire que tu te remets pas en question, loin de là. C'est ça. Mais juste, si tu veux que la personne ait confiance en toi, il faut d'abord que tu aies confiance en toi. J'ai un exemple hyper concret avec un élève que j'ai eu récemment. Je vais juste finir avant sur ce que je parlais de... Voilà, donc travail technique, ça va être du coup ça, où je peux vraiment frustrer un athlète parce que tu imagines bien que toi, tu connais, tu serais pas surpris que je te donne ça. Un athlète standard de calisthenics, je lui dis vas-y, tu restes comme ça, tu fermes les yeux et t'imagines. Et c'est ta séance du jour. Et c'est ta séance du jour. La gueule, pas le droit de toucher gueule une du barre. gars. La gueule du gars, mais c'est super important parce que le neuromoteur est très souvent oublié. Et là, t'as rien fait. Mais le neuromoteur, tu l'as stimulé et avec une douceur, une délicatesse qui lui donne une précision, mon pote. Et pareil, dans le travail technique, on va avoir justement l'association du visuel, de l'ouïe, de l'oreille interne. On va avoir même l'odorat, le toucher et tout. Alors un peu, enfin le toucher, oui, énormément, mais je veux dire pas par le proprioceptif, le toucher en soi, la sensation de la barre, la sensation de soi, la sensation de l'épaule qui vient se frotter au pec et tout, c'est moindre, mais quand on veut faire de la préparation haut niveau, quand on veut optimiser, c'est super important. Oui, en fait, tout est important. D'accord. Et justement, alors pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que très peu de personnes le savent parce que peu de personnes sont allées jusqu'au bout de Bible of Static, lire tous les dernières pages et même les remerciements. Donc Colin m'a énormément aidé pour ce livre, dans le sens où j'avais fait ma trame, j'ai tout rédigé, et Colin m'a aidé à tout relire. Donc, alors qu'à la base, j'étais appelé pour des photos. Il m'a dit, j'ai besoin de photos. J'ai dit, ok, mais je veux voir le contenu avant. On a commencé à regarder le contenu. J'ai dit, ah oui, ça c'est marrant, je l'aurais pas lancé comme ça. Alors ça, tu vois, moi j'ai une vision du... Et finalement, on est parti dans des débats de plusieurs heures. Les photos, on avait oublié. Ouais, franchement, je pense qu'on a passé 7 ou 8 heures en appel, donc je te remercie encore parce que ça a aidé à produire un livre de cette qualité-là, et c'est pour ça que je tenais à faire un podcast avec toi. Merci parce que je te l'ai déjà dit, mais selon moi, Colin est
Vachement moins connu que les neo-strengths, genre Livan, Onizuka, Dailong, etc. Ou Sango que je viens de croiser, qui est un super bon pote, qui est ultra connu, et moi des fois je traîne dans ses pattes, dit comme ça, on va donner C'est l'impression vrai que que je t'es suis son pas chien. très grand, hein. Mais voilà, genre tout à l'heure on s'est vanné comme pas possible, on se connaît depuis le début, on a commencé ensemble, sauf que bah lui, il a une notoriété qui dépasse largement la mienne. Mhm. Tout ça pour dire que pour avoir déjà discuté avec tous les gars, enfin, ou du moins une bonne partie des gars à haut niveau, pour moi, t'es celui qui a l'étoffe du coach. Tu sais expliquer, peu importe le public que tu as en face de toi, et tu sais aussi expliquer avec les termes rigoureux. C'est en fait juste deux trucs qui sont super importants en préparation physique, c'est la pédagogie, qui est complètement isolée des connaissances. Mhm. La pédagogie, c'est l'art de comprendre comment va être reçu et interprété ce que tu transmets et comment va réagir une personne. Ouais. Et peut-être même, mais c'est plus délicat, ce dont elle a besoin à travers ce qu'elle te dit, ce qu'elle pense, machin. Alors là, on rentre vraiment dans l'hyper-empathie, etc. Ouais. Et de l'autre côté, se prendre la tête en fait, se prendre la tête sur tout. C'est-à-dire, c'est bien de savoir que ça a marché pour moi. Mais pourquoi? Comment? Et pourquoi pour moi? Et est-ce que ce serait le cas pour tout le monde? Et est-ce que ce serait le cas pour tout le monde dans le même contexte ou dans tous les contextes? Ah, il y a des contextes où ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'adore me prendre la tête, même si des fois c'est un peu crevant. Donc ouais, c'est deux notions qu'il faut à tout prix mélanger. Et c'est des notions qui, moi, ça me passionne parce que c'est infini, en fait. C'est infini. Ouais. Et je le dis, je le redis. Mais pour moi, quelqu'un qui. Tu sais que, de la même manière que tu vois que quelqu'un maîtrise une figure, il l'effectue simplement. Il force pas. De la même manière, quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui sait expliquer quelque chose, il sait l'expliquer simplement. Tout est limpide, c'est extrêmement court, c'est concis. Tu comprends ce qu'il veut dire. Ou alors j'adapte, par exemple, j'aurais pas su. En fait, j'ai commencé à vouloir expliquer comment je voyais les choses quand j'analysais juste avec les micro-mouvements et tout. Je me suis dit que ça allait vraiment pas être parlant, du coup j'ai préféré le démontrer parce que normalement à la caméra on verra au moins le relâchement de la respiration. Genre je pense le relâchement de la respiration où vraiment, je te jure, t'as fait. Et t'as fini un peu en protra, direct. Ouais. Et ensuite j'ai parlé d'action pec et ça a fait. Et ça venait se resserrer devant. Tu me promets que t'as pas essayé de le faire. Ah ouais, j'ai absolument pas essayé de le faire. Je sais que bah, naturellement, t'as dit protraction, donc quand j'ai l'habitude de visualiser, juste au début, j'ai besoin d'un petit ressenti, et surtout, je voulais me rappeler ce dont on avait parlé, du coup, avec les deux fois, en fait. Faire une première fois, puis rabaisser, puis ramener devant. Donc c'est un peu ça que j'ai refait en accéléré, on va dire. Et ok, là c'est bon, je suis prêt à visualiser, j'ai capté, j'ai vérifié que c'était le bon mouvement. Mais ouais, d'ailleurs, si vous voulez un truc marrant, si je voulais réellement travailler en technique avec Malo, eh ben, je lui dirais que là, du coup, il a fait de la merde. Je lui dirais pas comme ça, mais il aurait pas dû se réajuster. Pour que ça marche, il faut pas qu'il se réajuste. Parce que s'il se réajuste, c'est qu'il a besoin de se le remémorer. Machin. On est en train de faire du travail technique. Mon but, c'est qu'il n'ait pas besoin de se le remémorer. Donc, il faut qu'il le fasse avec les erreurs. C'est pas encore assez instinctif aussi. C'est pour Oui, ça. mais pour que ce soit instinctif, fais-le avec des erreurs. Ok. Fais-le un coup, sans te replacer, sans te le rappeler. Juste, tu vas direct dedans, on voit ce qui se passe. Ça va pas marcher, c'est pas grave. On n'est même pas en planche, donc c'est pas dangereux. C'est juste pour le sentir. Et puis moi, je vais te dire, bah tiens, là je vois que t'as oublié tel truc, que t'as engagé plus tel truc et tout. Si tu prends le temps, il y a des moments où il faut restabiliser tout, c'est pas tout le temps, il faut le faire instinctif. Mais il y a des moments où il faut que tu travailles ton instinct. Au même titre que je disais, côté coach, il faut avoir full confiance, même si tu sais qu'en réalité ça marche pas et que c'est comme ça que tu vas apprendre. Ouais. Et ben là, pour cet exercice-là, il aurait fallu qu'il ait full confiance, soit en lui, mais le plupart du temps, le coach il se débrouille pour que l'athlète ait full confiance en le coach. C'est le plus important parce que c'est la seule confiance où le coach sait qu'il va pouvoir vraiment influer dessus à 100%. On peut travailler sur la confiance d'un athlète, mais on n'est qu'un intermédiaire sur la confiance d'un athlète. Ouais. Alors que travailler sur la confiance que l'athlète porte au coach, on est acteur direct. Ça passe par comment tu as prouvé la confiance que tu donnais. Et donc voilà, je voulais faire cet exemple-là. Pour le côté justement, le doute du coach, etc., j'avais dit que j'avais un exemple. J'ai un élève qui m'a obéi à la lettre. Et j'ai pas assez fait attention à la lettre en question. C'est-à-dire que je lui ai dit, sur tel exercice, il faut que tu ailles jusqu'à tes limites.
ce que je n'avais pas anticipé, parce que c'est un athlète en distanciel, c'est légèrement plus délicat en distanciel. C'est d'ailleurs pour ça que je propose moins cher en distanciel, parce que je considère que c'est plus dur de travailler correctement. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en disant va à tes limites, lui, il allait aller au-delà. Parce qu'en fait, il pensait que ses limites, c'est quand il peut plus pousser, c'est quand il peut plus tendre. Alors qu'en réalité, la limite sur cet exercice-là, je ne donne pas trop de détails parce que c'est un athlète que je coach, donc ça reste dans une sphère privée. Mais en fait, dans cet exercice-là, la limite était à partir du moment où le mouvement ne peut pas être effectué correctement. Il l'a fait malgré que le mouvement ne puisse pas être effectué correctement, il s'est blessé. Donc, deux choses. Premièrement, j'ai toujours raison. Donc, attention, j'ai dit jusqu'à tes limites. Si ça a cassé, c'est que c'était au-delà de ta limite. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Oui. Normalement, si ça a cassé, c'est que tu es allé au-delà de ta limite. Tu t'es mis dans le rouge. C'est vrai. Mais... Se rajoute à ça que je lui avais dit plusieurs fois qu'on ne va jamais chercher l'échec total. Quand on va chercher un échec, on va chercher un échec précis. Un échec musculaire, un échec technique, un échec psychologique, genre le cerveau qui lâche. Un échec précis, pas un échec total. Pour qu'un corps blesse, souvent, c'est qu'on est dans un échec total. C'est qu'il y a la technique, elle a cassé, le cerveau, il a lâché, et les muscles, ils ont abandonné. Une fois que j'ai jamais faux, je rajoute que, par contre, je vais t'envoyer une vidéo de rééducation de la coiffe des rotateurs. On va faire patati patata, machin. Tu vas récupérer ton épaule. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais faux, mais c'est pas parce que j'ai jamais faux que je me remets pas en question. Et que tu sais pas trouver des solutions. Et que je sais pas trouver des solutions. C'est pas ah bah t'as pas écouté le coach, c'est ton problème. Non, c'est mon problème. En fait, j'avais raison dans ma formulation et j'avais tort de pas avoir encore plus raison d'avoir anticipé la mauvaise interprétation de la formulation. Quand un coach suit un athlète, et je trouve que beaucoup de coachs manquent cruellement de ça, vous êtes à la fois parfait et en même temps, vous êtes le seul défaut. Votre athlète n'a pas de défaut. C'est vous le défaut. C'est à vous de le corriger. Votre athlète, il a tous les droits. Pas vous. Vous n'en avez aucun. Votre athlète, il a le droit d'être con. Votre athlète, il a le droit de ne pas comprendre. Votre athlète, il a le droit de ne pas vous écouter. Parce que c'est à vous de régler ce problème. Après, pas à lui. En l'occurrence, il y aura beaucoup d'athlètes directement qui regarderont la vidéo. Des coachs, il y en aura probablement aussi, mais moins. Mais ça reste marche important aussi pour les athlètes, pour choisir leur coach, ou pour la logique à avoir. Parce que je peux vous dire que, rien qu'avec ce que je viens de dire, si vous vous dites, putain, si je vais voir un coach, j'ai le droit d'être con, j'ai le droit de ne pas écouter, j'ai le droit de ne pas comprendre. Vous imaginez pas à quel point vous allez mieux progresser avec votre coach. Tu es déjà plus soulagé, c'est sûr. Déjà, tu es plus soulagé, mais surtout, si tu as le droit de ne pas comprendre, ça veut dire que tu n'essaies pas de deviner par toi-même sans reposer la question quand tu n'as pas compris. Parce que tu as le droit de ne pas comprendre. Et alors, vous imaginez pas comme c'est beaucoup plus dur pour un coach de coacher quand l'athlète, il se dit oh, il m'a expliqué, j'ai pas compris, je vais pas lui demander, je vais faire ma popote. Oula, malheureux, on peut pas travailler. On peut juste pas travailler, c'est pas possible. Je suis d'accord. Pour moi, tu demandes de l'aide à quelqu'un, faut pas partir du principe, ouais, je vais le faire chier. Non. Si tu veux vraiment des résultats... En plus, on est payé pour. C'est notre métier. Voilà, nous fait plaisir pour ça. Ça nous frustre si la personne est pas complètement franche avec nous. Ah ouais. Mais moi j'ai eu des élèves qui m'ont dit je n'aime pas ta façon de coacher. Et moi j'insiste avec les personnes, je suis là, mais si vraiment tu as des questions, mon but c'est qu'à la fin de la prise en charge, tu puisses t'entraîner tout seul. Donc toutes les petites cases qui te manquent, toutes les petites zones de la carte où il y a encore des nuages dessus, tu me poses des questions dessus. C'est d'ailleurs probablement pour ça que j'ai moins de notoriété, c'est que moi j'assume complètement ce truc-là de semi-humilité. Je m'explique. Développe, vas-y. Je m'explique. Là, vous le voyez, d'un côté, je me jette des roses. Je suis capable d'analyser des trucs de ouf. J'ai travaillé avec des mecs comme des pontes de leur domaine. J'ai fait des trucs de fou en tant qu'athlète et tout. Et de l'autre côté, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire que j'ai un élève qui s'est blessé. C'est ma faute. C'est à moi de me démerder pour qu'il soit pas blessé. Là, il y a 2 secondes, j'ai eu un élève qui m'a dit « J'aime pas ta façon de coacher ». Voilà, je pense que vous en connaissez beaucoup des coachs qui diraient en podcast qu'un de ses élèves n'a pas aimé sa façon de coacher. Mais pourquoi ? Parce que moi, ça m'énerve. Je comprends, d'un point de vue marketing, c'est bien. Et dans le monde capitaliste, il faut. Mais, on ne peut pas coacher tout le monde.
On peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Le seul moyen de coacher tout le monde et de plaire à tout le monde, c'est qu'à un moment, il y en a un, il me regarde et il me dit j'aime pas ta façon de coacher, plutôt que se barrer, parce que je lui ai laissé la porte ouverte de me dire j'aime pas ta façon de coacher, et moi je suis en mode merde, je me suis gouré quelque part, comment tu veux que je te coach? Parce que si je fais pas ça, il va juste se casser, prendre quelqu'un d'autre et dire que je coachais comme de la merde. C'est clair. Et il aura eu raison du coup. La critique, qu'elle soit constructive, enfin la critique doit être constructive. Oui. La critique est toujours la bienvenue. Je suis d'accord avec toi. Oui. C'est très important qu'il y ait justement ces échanges-là avec les coachs. Et c'est super important parce que là, je vais me rejeter des fleurs, semi-humilité. Ça m'est arrivé une fois. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je commence un suivi avec qui que ce soit, même un petit suivi mensuel, parce que comme je disais, là, je ne fais pas de coaching au niveau, même un petit suivi mensuel, je demande très rapidement quelle est ta mentalité vis-à-vis du sport, quelle est ta mentalité dans tes entraînements, qu'est-ce que tu attends d'un coach. Chose que je ne demandais pas avant et qui en réalité est super importante. Je n'ai plus jamais eu ce problème. S'il ne me l'avait pas dit, si je lui avais pas laissé la porte de me regarder et de me dire j'aime pas comment tu me coaches, ben je me serais jamais corrigé là-dessus. Et puis j'aime beaucoup aussi poser la question qu'attends-tu d'un coach? Parce que au moins t'es 100% fixé, t'es pas à interpréter ce que pourrait vouloir la personne. Oui, peut-être que c'est dans la plupart des cas en street workout, ce sera produire un programme de qualité ou un suivi tous les jours, répondre à ces messages, mais pour avoir coaché plein d'autres disciplines, ça peut juste être j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de comprendre comment tu fais pour prendre des douches froides tous les jours, etc. Ouais, la motivation, ou même des fois ça sera j'ai plus besoin de tips sur la récupération, ça en soi je sais. Donc pour vraiment répondre à la demande de la personne, faut lui demander ce qu'elle veut. Et puis il y a un truc qui est évident, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur gueule dessus. Là, dans ceux qui regardent, il y en a, vous avez besoin qu'on vous gueule dessus. Et il y en a, si on vous gueule dessus, vous vous tétanisez, c'est mort. Ça, j'appelle ça... c'est évident. C'est évident. Le daron et la daronne, tu vois. Il y en a, ils ont besoin des claques du daron pour bouger. Moi, je sais que ce qui m'a fait commencer le sport, ça, je l'ai jamais dit en vidéo. Oh putain, on a une exclue. Ce qui m'a fait commencer le sport, c'est que j'étais un gros geek, comme à peu près 99% des streeteux. J'étais un gros geek, vraiment. Quand je dis gros geek, mon gars, j'ai dû avoir 3000 heures sur Minecraft en 3-4 ans. C'est ça que t'appelles gros geek? Mec, j'étais plus geek que toi en restant sportif. J'ai pas joué que à Minecraft. Moi non plus. Et donc, je jouais tout le temps. Et un jour, enfin tous les soirs, je me prenais, on va dire, des réflexions, des pics, tu vois. Et un soir, j'ai pris un gros pic. Genre vraiment, mon père, il a pété un câble et il m'a dit que j'allais juste devenir un gros binoclard baveux qui sait rien faire de sa vie. Je crois que mot pour mot, c'était ça. Et je suis rentré dans ma chambre, vraiment, j'avais les larmes aux yeux. J'ai juste fait le plus de pompes que je pouvais faire. Vraiment, j'ai déversé ma haine, tu vois. Et il y en a eu combien? Je sais 2. 3, c'était fini. Non, j'étais pas mauvais non plus en sport. Donc, je sais pas combien j'avais claqué. On va utiliser cette histoire juste pour un petit détail. Vous n'avez pas idée de vos limites. Là, à mon avis, il a fait beaucoup plus de pompes que même ce qu'il était théoriquement capable de faire à ce moment-là, ou que ce qu'un coach aurait pu lui donner. Pourquoi? Parce que là, il avait quelque chose à se prouver à lui-même et il voulait se faire du mal. Donc, s'il avait quelque chose à se prouver à lui-même et il voulait se faire du mal, il était capable de faire un truc dont il n'était pas capable naturellement. Et ça, c'est mon workshop de dimanche sur l'optimisation de performance. C'est moi qui fais de la pub, en fait. Donc, oui, clairement, je suis rentré dans ma chambre et j'ai fait ça jusqu'à ne plus pouvoir bouger et juste dormir. Sur le sol. Ouais, et là, bam, j'ai commencé le sport. Et ouais, je suis parti de 40 kg, 1m65 à aujourd'hui. Ah, on avait quasiment le même parcours. Je suis passé de 40 kilos à 50 kilos. En 10 ans. Non, j'ai fait 35 kilos à 55 kilos. Le plus grand ambitus que j'ai eu, c'est 35 kilos. À ma taille adulte, je faisais 35 kilos. Belle variation d'extrêmum, Colin. non. Facteur de translation des extrémums. Quelle translation sublime. Quelle translation d'extrémum. À 56 kilos. Waouh. Parlais de ma fluctuation de poids. Oui, exactement. Mais le monde doit savoir que vous avez tout loupé. Parce que à la place où vous pété. Oh, voilà, vous avez tout loupé, mais parce que cet enculé là,
Cet enculé là, déjà il essaye de me voler mon savoir pour se mettre en avant, salaud. Non, c'est pas vrai. Mais Oui, non, mais la semi-humilité, c'est important. non, mais ce que vous avez pas eu, c'est qu'il y a eu une surchauffe. Il a lâché une caisse, mon pote. Le mec, il fait... Il a lâché une caisse. Mais elle était mortelle. Et le problème, c'est que pour avoir l'insonorisation, parce que là, on est toujours à Brest, là, Youssef, il y a un noir, il y a des gens à côté qui parlent et tout. Donc on s'isole. Donc là, c'est tout fermé. J'ai aucun point de fuite. Y'a pas d'aération, y'a rien, mec. Ça va rester toute la nuit. Donc, on en était à... variation des extrêmes. On en revient toujours au même. Translation. Non, si Facteur de translation des extrêmes, c'est-à-dire 56 kilos, le blabla poids. les couilles. Ouais, à Toi, la tu base, racontais à la ton base. changement de poids parce que la grosse claque, la claque de daron, La la claque daron. de daron. Exactement. Donc pour moi, il y a deux psychologies. T'as la psychologie du mec qui a besoin d'une émotion négative, qui a besoin qu'on lui mette une claque pour qu'il avance, qu'on lui dise t'es une merde, Et tu pourquoi fais c'est de la ça merde. négatif? Bah, négatif, on va dire dans la manière, dans ce que tu dis, c'est tu complimentes pas la personne. Tu vois, tu la descends pour qu'elle remonte d'elle-même. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de négatif. Parce que moi, j'ai adopté les claques de daron impactantes. Mais Tu n'as pas besoin d'être négatif. je finis ma théorie du coup. Ok. C'est la claque de daron où en gros tu dis à quelqu'un t'es une merde et la personne tu sais qu'elle va dire non je suis pas une merde et qu'elle va rebondir d'elle-même. Mhm. Ok. Il y a la psychologie que j'appelle daronne parce que je sais pas j'ai observé Bah, ça daron, chez daronne. les darons et les daronnes en général c'est le daron il est plus là pour mettre les claques et faire réagir et la On n'a daronne pas eu les mêmes elle va- darons. voilà, et la daronne, elle, par contre, elle va t'accompagner, elle va te dire, allez, c'est bien ce que tu fais. L'encouragement et le découragement, entre guillemets. Là, t'as tous les orientaux qui sont en train de dire ah, toi, ta daronne est gentille, moi, c'était la chancla dans ta gueule. Mais voilà l'idée. Donc, vas-y, parle sur le sujet, ça m'intéresse. Et après, on reprendra enfin le travail nerveux parce qu'on a fait technique, on a fait musculaire, Et technique. je lui ai demandé hein, avant le début du podcast, t'es sûr? Parce que t'as combien de questions? Est-ce que t'as 7 heures devant toi? J'ai je dit, l'ai on a dit. 3 questions, on va durer 4 heures. Ouais, on est à peu près à ça, ouais. Là, on est à 30 minutes, on a fait la moitié d'une question. Hein. Je crois qu'on va faire juste une question par podcast, en fait. Ce sera beaucoup plus pratique. Mais en fait, mais ça peut être intéressant. Hein. Mais oui, Ça peut être très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans les détails, c'est rare. C'est très rare. Beaucoup plus J'espère intéressant. j'espère que vous vous accrochez et j'espère que le fait qu'on déconne un peu, ça permet de souffler parce qu'on en voit quand même. Il y a eu Mais- 25 minutes de sérieux et la roue libre a commencé. La roue libre. C'est qui Bref. bon, c'est qui Big Front C'est qui C'est qui Big Front et roue libre? On fait une comparaison, attendez. Moi j'ai arrêté d'adopter. Mais qu'est-ce qui. Je comparais la taille de front. Oui, vas-y, continue. Moi j'ai arrêté les claques de daron négatives. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'en fait, ceux qui ont besoin de claques de daron négatives, c'est pas la négativité qui les déclenche, c'est l'impact. Ouais, ok. Est-ce que tu m'autorises à faire un parallèle qui passe moyen sur YouTube, mais je vais essayer d'y aller gentil. Vas-y. Ok. On va Pas de levrette claquée, d'accord. C'est presque ça. Mais, non mais je te jure que le Ok. parallèle est pertinent. Ok, ok, Vraiment, vas-y, c'est pas, vas-y. c'est Allez. pas pour caler un truc comme ça. Je vais pas utiliser les termes à fond. Vas-y, oui, parle. Alors, la deuxième question, c'était quel est ton deuxième métier, Colin Non, mais attends, non, pas sur YouTube. Pas sur YouTube. Ceux non. qui veulent savoir quel est mon deuxième métier, vous vous débrouillez, vous faites vos recherches, ça me regarde. Je le cache pas, mais je le mets pas en avant pour autant. Ok. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les percussions. Les percussions, c'est au lit, aimer que ça... Voilà. Vous remarquerez que les personnes qui aiment les percussions, qui font mal, aiment souvent quand ça claque fort. Si vous trouvez le moyen d'avoir un paddle qui claque très fort et qui fait pas mal, ça marche mieux qu'un paddle qui claque pas fort et qui fait très mal. Je crois qu'il faut que tu précises le terme paddle. C'est quoi? J'ai dit faites vos recherches. Paddle, vous vous débrouillez. De toute façon, vous Vous avez tombez l'idée. sur le sport de raquette. Soyez majeur, s'il vous plaît. Soyez majeur quand vous faites vos recherches. Si vous n'êtes pas majeur, de toute façon, en vrai, on va pas se Paddle mentir. moins de Vous 10. avez compris. Vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Je suis désolé pour ce parallèle-là, mais ce parallèle est vraiment pertinent. Tu vois pourquoi il est pertinent? C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est la puissance de la claque, pas à quel point elle détruit. Ouais. Alors évidemment que pour se rendre compte de la puissance, il est plus facile que ça détruise. Mais maintenant, j'applique la calotte de daron percutante. C'est-à-dire que je vais te mettre un tachon,
il va te faire résonner ton âme, mais il a rien cassé. Ouais, ok. Et Ton daron, la claque t'as qu'il un t'a exemple, vas-y. Je reprends l'exemple de ton daron. Ouais. Ton daron, il t'a fait une claque impactante qui fait mal. Tu vas devenir un gros boutonneux, etc., etc., etc. Maintenant, d'ailleurs, très bon exemple, on peut aussi faire, tu sais quoi, je vais te donner les deux exemples. Un qui fait encore plus mal et qui n'est pas impactant, et un qui fait pas mal et qui est super impactant. Ok. Un qui fait encore plus mal et qui n'est pas impactant, c'est, tu sais, je m'inquiète que tu puisses plus marcher. Mhm. Ça fait mal. T'es tellement là à rien faire que j'ai vraiment peur qu'on en arrive à un stade où je dois m'occuper de toi, quoi, que tu puisses plus marcher, que tu puisses même plus te lever de ton lit et juste t'es capable d'être sur ton PC. Il n'y a pas d'impact. C'est pas dit que ça te fasse faire des pompes, hein, parce qu'il n'y a pas la violence du coup. Il n'y a pas le... Ouais. Par contre, je pense... Je suis d'accord, ouais. Je pense que tu chiales. Et maintenant, la version à l'opposé, c'est mon pote, si tu ne bouges pas le cul maintenant, c'est moi qui vais te le bouger parce que là, vraiment, ce que tu es en train de faire de ta vie, mais tu t'en rends compte. Je pense là, tu te prends un bon pshhh. Mais c'est pas je te dénigre, c'est pas je te fais mal, c'est oh, réveille-toi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Là, les exemples, c'est pas à prendre forcément pour toi-même. Ouais. Parce que ça marche. Alors, les claques impactantes, je trouve qu'elles sont très délicates parce qu'il faut connaître la personne. Ouais, faut Faut savoir où le tu bon touches. mot, ouais. Faut savoir où tu touches pour que ça fasse tout résonner, mais t'as rien cassé. C'est super dur. C'est super dur. Des fois, je me rate et mes claques impactantes, elles font un peu mal quand même. Mais j'essaye de toujours viser l'impact plus que la douleur. C'est très facile d'avoir de l'impact avec de la douleur. C'est très dur d'avoir de l'impact sans douleur. Ouais. Mais souvent, je trouve que c'est même plus efficace. Bah, Est-ce que j'ai un exemple avec un de mes élèves? Oui, j'ai un exemple avec un de mes élèves. C'est un élève qui se dénigre beaucoup. C'est une des rares fois où je me suis dit, là, il a besoin d'un impact. Parce que globalement, il avait besoin d'être rassuré. Sauf que là, ça faisait 3-4 séances que il était plus dedans, il m'écoutait moins, et je me suis dit, ça continue comme ça, je vais le perdre. Et je vais le regarder, et je vais lui dire, mais... Enfin, je l'ai regardé, et je lui ai dit, mais t'es vraiment venu me payer 50 balles chaque fois, chaque heure, toutes les semaines, pour juste attendre, te plaindre, et repartir plus déçu que t'es arrivé? C'est dommage. ouais. Là, je me mets à sa place, ouais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait mal. Oui, mais ça casse rien. J'ai rien cassé. Il n'y a pas de blessure. Même, je suis en empathie avec lui. Ouais, c'est ça. Genre, frérot, t'es venu parce que tu voulais te dépasser. T'es venu parce que tu voulais que je fasse le taf à ta place. Et là, t'es en train d'abandonner. Et pourtant, tu continues de venir me payer mes 50 balles. En fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, tu veux vraiment continuer à venir me payer des 50 balles pour rien? Choisis. Soit t'arrêtes. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire t'arrêtes? En fait, la violence, c'était lui qui pouvait se la donner tout seul. C'était à lui de choisir. Soit il arrêtait. Et clairement, il allait se trouver merdique. Soit, wow, on se reprend. On s'y remet. Bah, je peux vous dire qu'il s'y est remis. Il s'y est bien remis. Parce qu'en fait, il m'a dit, ok, on va pas recaler de rendez-vous. Il a laissé couler une semaine. Et il m'a rappelé, il m'a dit, je veux faire 2 séances par semaine. Ouais. Et les séances suivantes, c'est bien simple. Alors qu'il disait toujours, je peux pas faire ce que tu me demandes, je peux pas machin, je réadaptais. Et en fait, il y arrivait toujours. Hein. C'était pas vrai, il y arrivait toujours. C'est juste qu'il était que dans le résultat. On va peut-être en parler à un moment. Ouais. Il était que dans le résultat. Il était jamais dans le pourquoi on fait ça. Il était toujours dans le ça va donner quoi. Donc forcément, si tu es tout le temps... En fait, pourquoi tu prends un coach si tu es capable d'avoir les résultats au moment où le coach te dit quelque chose, t'as pas besoin de coach. T'as besoin d'un pote qui te dit fais ça, pas d'un coach. Donc voilà, et d'un seul coup, il est passé en mode, en fait, il a raison. En fait, là, je choisis, soit je suis une merde, j'arrête, et j'ai raté mon pari, soit je me sors les doigts du cul. Bah, il s'est sorti les doigts du cul, et à partir de ce moment-là, il disait plus rien. C'était un robot, le mec. C'était, ok, j'arrive, j'ai payé mes 50 €, je fais ce que tu me dis, c'est ton problème si j'ai pas de résultat. Mais vous êtes les meilleurs, ceux qui font ça. Vous êtes les meilleurs. C'est le mieux. Vous venez, vous nous payez, maintenant bosse. Si, en échange, par contre, c'est je fais tout ce que tu dis. Tu te prendras un retour de bâton si ce que tu dis n'obtient pas les résultats escomptés. Mais je fais tout ce que tu dis, comme tu le dis, je suis à fond. C'est ton problème si ça marche pas. Confiance complète en le coach. Total. C'est peut-être même pas une vraie confiance. Peut-être que tu penses que ça marche pas. Mais tu vas all-in. Ouais. À fond. Tu joues le jeu du coach à fond, presque comme si tu voulais crash tester ton coach. Ouais. Je vois.
Je vois. Et je suis d'accord, j'ai déjà eu ce genre de cas. Beaucoup de personnes qui se plaignent énormément et tu te dis, mais pourquoi elle a fait appel à moi? Bon, ça m'est énormément arrivé quand j'étais en salle, donc au final, ils me payaient pas directement. Donc j'avais pas ces arguments-là pour autant. Bah, si. J'aurais pu me Il dire paye pourquoi. la salle, il Oui, vient mais il régulièrement. faisait pas que cette activité-là, tu vois. Ouais. Donc Oui, mais c'est inscrit, il prend de son temps. c'est vrai dans un sens. Il sacrifie Mais, toujours quelque chose. c'est C'est dommage de pas au moins s'amuser, quoi. c'est pas autant des sportifs qui cherchent la performance. Quand tu sais qu'il y a Oui. une idée de performance derrière ce genre de balle, faut être précis dans ce que tu dis. Mais si tu trouves les bons mots, c'est si efficace. Ça je suis rejoint ce que d'accord. je disais, les claques de daron impactantes sont beaucoup plus dures à donner que les claques de daron qui font mal. Tout à fait. C'est beaucoup plus dur. Il faut connaître la personne en face sur le bout des doigts pour taper en fait ce qui secoue, pas ce qui blesse. Est-ce qu'on peut enfin en arriver Est-ce aux que- techniques? Donc on reprend sur la Parce que- préparation. Voilà, la préparation physique, moi je disais, quand je simplifie, on se rappelle que c'était ça le début, c'est quand je simplifie, Eh ben, Je je passe fais- juste une demi-heure, pas 4 heures au final. je fais renfort musculaire que tout le monde connaît. On va quand même, vous inquiétez pas, on va détailler, hein, c'est juste que je trouve ça moins intéressant à détailler parce que c'est beaucoup plus connu. Le technique, là on était sur le technique, on va dire qu'on a fini le technique, c'est pas vrai, mais on peut. C'est ça qui est fou avec la préparation physique, avec la performance corporelle, avec la biologie. C'est infini, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais On va arriver sur le nerf. le nerveux. Mais dans tous les cas, tous ces termes-là, si vous avez téléchargé Bible of Static, c'est déjà expliqué en long, en large, en travers. C'est ma faute. Donc, Il voulait pas forcément l'amener comme ça, mais moi je lui ai dit franchement, ouais. c'est pas mal. À la base, j'avais expliqué ça plus simplement, mais je pense que là, on va pas entrer dans les détails. Parlons prépa physique. Et donc, le nerveux. Comment tu Le décris le nerveux, Colin? Alors, je te fais la version vulgaire ou je te fais la version j'essaie de me la péter. Est-ce que je te retourne, est-ce que je te Igor ou tu fais translate, Grishka? est-ce que je te translate le quaternion ou pas? Vas-y, translate-moi le quaternion. Ça le fou. Tu veux que je te translate le quaternion? Le grand fou. Et tu sais quoi, vas-y. je vais faire un peu des deux parce que je pense que tout le monde va comprendre ma phrase, mais pas. Lui, il va comprendre et ceux qui ont fait un peu de biologie, vous allez comprendre, mais les autres, vous allez être en mode. C'est être capable de gérer sa transmission calcémique. Ouais. Non, alors, pour ceux qui ont envie de comprendre quand même, en gros, le nerveux, si je vulgarise, c'est la quantité d'énergie qu'on est capable de déployer pour une action. Donc en fait, le nerveux, nous en sport, on le limite à la performance nerveuse, mais en réalité, le nerveux, c'est même genre ce que vous consommez au quotidien, être debout, votre système nerveux balance des informations. Pour balancer des informations, eh ben, ça coûte de l'énergie, je mets des guillemets, et en réalité, cette énergie, c'est le calcium qui vient aider à transmettre les informations, notamment, enfin, pour le musculaire en tout cas, pour les motoneurones. Donc les motoneurones, c'est les petits cervelets qu'on a dans chaque petit bout de muscle qui va dire je me tends pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Chaque fois que ces petits motoneurones vont mener une action, ils vont consommer une quantité définie de calcium. Alors c'est pas le calcium en mode buvez votre lait, vous aurez du calcium, hein. Non, c'est autre chose, mais par contre, effectivement, si vous manquez de calcium d'un point de vue alimentaire, le calcium que vous connaissez, ben, ce troc calcimique, il sera moins efficace. Oui. Vous allez en perdre. Mais faut pas croire que du coup, je vais boire plus de calcium, je vais avoir plus d'énergie, ça marche pas comme ça. Surchauffe numéro 2. Du surchauffe mental. Colin, gros. Tu as trop. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai rallumé la caméra, c'était parfaitement normal juste avant. Parce que je me force à être normal. Et il y a eu juste, j'ai eu une idée à la con. Viens, on rééchange. Ça coûte plus rien en échange. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que ça sert à rien. Si je repars dans mes idées inutiles, mais vous avez pas idée. Là, vous trouvez que j'aime me prendre la tête. Vous avez pas idée à quel point j'aime encore plus me prendre la tête quand c'est con. Genre, plus c'est con, plus j'ai envie d'y travailler. Bref. Je crois que le monde ne saura jamais ce que c'est le travail nerveux. Donc, le travail nerveux. J'étais en train de me perdre dans le calcium. On en a parlé. On va reprendre ma semi-humilité. Voilà. Pour ceux qui sont très calés, évidemment que. Alors, le troc de calcium, la gestion du calcium et trucs, c'est un truc que j'ai vu en piquant les polycopiés de passesse d'un pote. J'ai charbonné ça comme un fou, hein, mais j'ai charbonné ça il y a 4 ans. Donc, je suis désolé. Quand on n'utilise pas une notion très régulièrement, on la perd.
Là, du coup, Moule m'a Ici confirmé présent. qu'il y a des approximations, etc. Donc, je sais, hein, n'hésitez pas, croyez pas que si vous me reprenez, c'est pas parce que j'utilise des termes scientifiques que ce que je dis est juste. Non, j'essaye d'utiliser des termes scientifiques parce que c'est parfois plus pertinent, c'est parfois plus utile, et puis ça nous permet de rentrer dans les détails. Ça veut pas dire que ce que je suis en train de dire est absolu, ça veut pas dire que ce que je suis en train de dire est exact, ça veut dire que j'essaye de tendre vers quelque chose de plus précis. T'as l'idée du concept général et t'essaies de mettre les mots C'est scientifiques ça. que t'as appris dedans. Et je pense Ouais. que mon cher Moule ici présent va m'aider pour mon workshop justement pour recaler un peu plus de côté justement scolaire que j'ai malheureusement pas assez eu. J'aurais aimé l'avoir. Un peu mais de j'ai pas. rigueur Voilà, scientifique. un peu de c'est rigueur tout. scientifique, Ouais. un peu de scolaire. Je pense que la zététique scientifique, je l'ai bien. La rigueur scientifique, j'y travaille. Mais c'est quelque chose qu'on travaille tellement à l'université où j'ai pas pu me rendre Ouais. que travailler la rigueur scientifique seul, c'est un enfer. C'est Ah pas ouais, pour ouais, rien que c'est galère. ceux qui passent un doctorat, ils ont un directeur de thèse. T'es obligé d'avoir une personne, même parce que la personne en question, elle connaît d'autres personnes du milieu Ouais. qui échangent. Enfin, même l'exemple le plus parlant que je peux donner en street, c'est que beaucoup de personnes parlent d'antépulsion. Oh putain, vas-y, oh vas-y, Oh putain de merde, oh ok. vas-y, je t'écoute. Alors, moi j'avais un prof qui était du coup ostéopathe, et c'est vrai que le terme antépulsion, donc pour ceux qui connaissent pas, antépulsion, du moins certains appellent le fait de lever le bras comme ça une antépulsion. Et le fait de l'abaisser, une rétropulsion. Rétropulsion, exactement. Attention, hein, c'est pas l'abaisser genre comme ça. C'est le fait de ramener une action, en fait une action qui va être postérieure avec un bras, avec surtout l'axe de recules. l'épaule souvent. Ça va être la rétropulsion. Et une action qui va être antérieure, donc de face vers le haut, avec l'épaule, va être une antépulsion. Voilà, donc ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Blandine Calais-Germain qui a fait un livre et c'est elle qui a introduit le terme antépulsion et rétropulsion. Sauf que, Ah, c'est pas vrai, mais vas-y, continue, et après je... Enfin, c'est pas vrai. c'est elle C'est qui pas l'a- exact. si c'est pas elle qui l'a inventé, c'est elle qui l'a diffusé énormément. Parce que ces bouquins en anatomie, c'est ceux qu'on te demande d'acheter quand t'entres en STAPS. Ouais. Donc, dans ces bouquins-là, ce terme est utilisé. Sauf que mon prof ostéo en question disait, tu dis pas une antépulsion de la hanche et une rétropulsion de la hanche. Alors que pourtant, au final, ta jambe, tu la lèves ou tu l'envoies vers l'arrière. On appelle ça une Pourquoi flexion quand Voilà. c'est devant et une une extension extension lorsque quand c'est c'est derrière. derrière. Donc ça, c'est une flexion d'épaule et une extension d'épaule. Alors, flexion-extension, si je dis pas de bêtises, le terme est assez bon, c'est-à-dire que une flexion, ça raccourcit, une extension, ça allonge. Une Alors. flexion de hanche, tu viens faire un raccourcissement dans l'action fémur-hanche, là où une extension de hanche, tu viens faire un allongement dans le jeu fémur-hanche. Alors, ça, c'est pas exact parce que dans tous les cas, il y a une contraction musculaire Vous concentrée. voyez comme on peut débattre même quand on essaye d'être précis, finalement, il y a toujours des petits points où on peut venir faire chier. Bien sûr, parce que dans tous les cas, il y a une contraction musculaire concentrique. Ouais. Ok. Il y a un muscle qui se raccourcit automatiquement que je fasse ce mouvement-là ou que je fasse ce mouvement-là. Et il y en C'est a un autre qui s'étire. Bien sûr. Agoniste, antagoniste. Agoniste, antagoniste, ça, pareil, c'est évoqué dans Bible of Static et je l'ai aussi évoqué dans ma vidéo sur les régimes de contraction. Donc ici, D'où l'importance de travailler les deux axes. voilà, ici, le muscle agoniste, celui qui fait le mouvement, qui se raccourcit, qui se contracte, Et tant qu'à faire, on est là pour se prendre la tête, c'est quel muscle là c'est le deltoïde antérieur. Oui, Pas le seul, mais presque. Mais en gros, le muscle principal, le deltoïde antérieur, là, il se raccourcit. Et très facile, du coup, vous pouvez deviner vous-même, on vous le dit même pas. Qui s'étire, Non. du coup, lorsqu'on là. est ici. L'antagoniste, il est derrière. Si ça, c'est le deltoïde antérieur, on vous laisse nous dire quel est l'autre. Voilà, question pour un champion, vous dites 1 ou 2 par SMS surtaxé à 0,99 x 2. Si, t'as vu, c'est ça qui... Oui, oui. Ça pourrait être 2 euros, non, c'est 0,99 fois 2. Fois 2. Je sais, c'est le marketing. Enfin bref, on s'en bat les couilles. On parlera marketing une autre fois. Ça m'intéresse aussi. Donc, oui, absolument. Donc, voilà, il y a un muscle qui se raccourcit, l'autre il s'allonge. Ça, c'est agoniste, l'autre c'est antagoniste. Enfin, c'est une flexion lorsque c'est un muscle antérieur. Donc, dans tous les cas, il y a un muscle qui se raccourcit parce que quand je fais ça, quand je fais l'extension de l'épaule, ça se raccourcit, mais c'est le deltoïde postérieur qui se raccourcit. Et le deltoïde antérieur, lui, il s'allonge. Ok. Est-ce que moi, je peux faire mon casse-couille sur l'antépulsion et la rétropulsion?
Vas-y, explique-moi. C'est des termes gymniques. Et il y a une raison pour ça. En fait, c'est en gym qu'on utilise antépulsion et rétropulsion. On en avait déjà Et c'est discuté. bien antérieur à... rappelle-moi son nom. Parce que j'ai Blandine pas- Calais-Germain. Blandine Calais-Germain. C'est bien antérieur. On en retrouve dans des livres d'entraînement qui datent... de toute façon, la gym, c'est vieux. Hein. Et en fait, la raison de antépulsion et rétropulsion, c'est que la flexion et l'extension d'épaule sont limitées sur certains axes. Je m'explique. Dans le cas d'une maltaise, où tu viens passer en reverse cross, tu n'as pas fait de flexion d'épaule. Reverse cross, du coup, c'est la croix de fer, mais où t'es en équilibre. Donc C'est ça. t'as le corps en haut et les bras. C'est ça. Voilà. Je dis pas de bêtises. Tu ne te retrouves pas à faire une flexion d'épaule. Non, en soi, c'est plutôt une abduction. C'est ça. Donc en Par gros, contre- il me dit, quand tu fais la transition maltaise, tout croix de fer inversée, tu viens pas lever les bras, tu viens pas envoyer le bras vers l'avant ici. Moi, je Puisque lui tu dis, viens d'ici à là. tu fais une abduction, donc ce qui signifie tu lèves le bras mais sur le côté. Donc tu utilises le deltoïde moyen. C'est Voilà. ça. Donc, là, l'action change d'un point de vue biomécanique, mais d'un point de vue gymnique, l'action ne change pas. Tu es toujours en antépulsion. Tu passes d'une antépulsion centrale à une antépulsion... Oh putain, c'est quoi le vrai terme? Ça y est, je vais dire une connerie. C'est quoi Ouais. tu veux dire J'ai oublié le vrai terme gymnique, je me sens Proximal. con parce que c'était il y a pas si longtemps, mais en gros, bon bah je vais pas utiliser les vrais termes parce que là je les ai plus, il faudra que je refasse mes recherches de toute façon. Et il m'a vu faire toutes mes recherches, c'est trop chiant de pas avoir eu l'éducation scolaire avec tu mémorises, parce que dès que j'utilise un terme, il faut que je retourne le chercher. Mais j'ai les théories, mais les termes pour les donner, ils me perdent. En plus, j'ai des problèmes d'attention. Bref. Ah bon. Ça se voit, hein. En fait, d'un point de vue gymnique, l'action, et en plus d'un point de vue sportif, athlète, compréhension, c'est super pertinent. On dit qu'on est ici en antépulsion et qu'en venant passer en reverse cross, on reste sur une action d'antépulsion, on vient accentuer l'antépulsion. C'est vrai au niveau de la sensation de la tête, c'est vrai au niveau du cadre d'entraînement pour le coach, c'est vrai du point de vue d'un jugement gymnique. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont utilisé très très tôt des termes d'antépulsion et rétropulsion. Je crois même qu'il y avait d'autres termes avant, mais en gros, ils ont essayé de réunir toutes ces actions-là, de pousser vers l'avant et de pousser vers l'arrière, qui du coup sont devenues antépulsion et rétropulsion. Le problème étant que l'antépulsion et la rétropulsion existent en biomécanique, et c'est pas ces termes-là, ça définit pas ça. Donc du coup, ça fait un petit conflit entre les termes gymniques qui sont réutilisés dans beaucoup de sports, parce que la gym a quand même influencé énormément de choses, et la biomécanique qui est utilisée dans littéralement tous les sports, et qui définit plus la même chose. En mon sens, là, c'est un peu flou. Mhm. Je pense qu'ils ont du mal à comprendre ce que tu appelles une antépulsion et une rétropulsion. Par exemple, l'antépulsion peut être de partir d'une bac et de faire un festo pour arriver en planche. Donc là, il y a bien une action qui part de derrière, et qui vient vers l'avant. Bah ça, c'est une flexion d'épaule. Oui, d'un point de vue biomécanique. Oui. D'un point de vue gymnique, on est sur une antépulsion pure. Parce que, en fait, c'est au regard du déplacement vis-à-vis du centre de gravité. Je vais de l'arrière de mon centre de gravité vers l'avant de mon centre de gravité. Et si je pars devant, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que je vais de un peu moins, genre je suis déjà un peu devant, mais je vais vers l'avant de mon centre de gravité. Si je suis en rétropulsion, peu importe où je fous mon bras, hein, mon action va vers l'arrière de mon centre de gravité. Et donc en gym, on utilise antépulsion et rétropulsion. J'espère que je dis pas de conneries. Si je dis une connerie et que Mathieu il vient de checker la vidéo, il va me... Bref. Oui. Mais si je dis pas de bêtises, c'est vraiment toujours en regard du centre de gravité. Et du coup, c'est beaucoup plus parlant. Et c'est d'ailleurs, on le retrouve en street avec notre schlagitude habituelle. C'est-à-dire que nous, on dit tirer-pousser. La reverse planche, c'est un mouvement de tirer. Oui, monsieur, tu tires rien du tout, mais c'est un mouvement de tirer. Allez, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut parler d'antépulsion et de rétropulsion, mais on n'a pas les termes. Et qu'en plus, ceux qui essayent de chercher les termes, ils tombent sur quoi? Antépulsion et rétropulsion de biomécanique, qui n'ont rien à voir. Donc, voilà. Alors, du coup, je comprends si c'est une position, le fait d'appeler antépulsion et rétropulsion.
Mais là, En fait, ce que tu me c'est dis, une action ce que tu décris, en regard du centre de gravité. ouais, mais ce que tu décris, c'est clairement une flexion, une extension d'épaule. Il n'y a pas de différence. Bah écoute, faudrait qu'on, hors caméra, on essaiera de se prendre la tête et on le mettra en commentaire. Ouais. En soi, ouais, en street, moi je l'ai expliqué de la manière la plus simple possible, c'est tous les muscles de devant, c'est la chaîne antérieure. Quand un muscle de la chaîne antérieure se contracte, c'est une flexion. Une seule exception, c'est ton quadriceps qui peut éventuellement faire l'extension du genou alors qu'il est devant. Et tous les muscles qui sont à l'arrière, ils font une extension lorsqu'ils se raccourcissent. Il y a vraiment que le quadriceps qui peut faire une flexion en étant antérieur? Ouais. J'ai bien envie d'aller vérifier ça, parce qu'il me semblait que le sternocléidomastoïdien aussi pouvait. Le fameux petit scum. T'as décidé de casse-couille, non? Je suis toujours cassé. On regardera Là, ça. tu me mets le doute maintenant. On regardera Mais- ça, on regardera ça parce que je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire trop de conneries. Ouais. Bon, en tout cas, Parce que- s'il fallait prouver que si un jour vous voulez vous prendre la tête et être de plus en plus précis, vous ne serez jamais parfait. Arrêtez d'essayer d'être parfait. On rejoint le vis-à-vis des athlètes. On est toujours dans la même logique. Faites comme si vous étiez parfait pendant que vous le dites. Là, on a l'air de savoir parfaitement de quoi on parle. Et en même temps, vous voyez que dès que l'autre répond, on est en mode ah, On se remet un peu en peut-être je question suis en mode. con. Ouais, c'est vrai, où est-ce que j'ai chopé l'info déjà? Parce qu'en fait, si vous ne vous remettez pas en question, vous ne rentrez pas plus dans les détails. Et à un moment, vous serez toujours pas parfait, hein, mais vous serez tellement pointilleux que faut toujours se remettre en question. Mais logiquement, la plupart du temps, vous vous remettrez en question pour finalement dire non, non, c'est bon. Mhm. Non, ça va. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, le nerf. Le nerf, Le nerf. le fameux nerf. Pour ne pas utiliser les termes de calcium, je vais ressortir mes cours de passage, je vais réviser un peu. Imaginez, j'ai eu un parallèle en tête qui peut être pas mal. Si vous avez joué à Zelda TOTK, et même si vous n'avez pas joué, ça peut vous parler un petit peu. Vous avez vu le principe de batterie et de cellules de batterie. Faut s'imaginer que notre corps, c'est une grande batterie, et il a plein de cellules de batterie. En fait, il a une cellule de batterie par muscle, grosso modo. Il a une cellule de batterie par muscle, et en fait, ça travaille de concert. C'est d'ailleurs pour ça que les exercices polyarticulaires crament. Et plus un exercice est demandeur en quantité de muscles, plus il crame nerveusement. Si vous voulez une petite image de ce que c'est que le nerveux, c'est pas pour rien qu'on dit les nerfs craquent ou justement je fais un craquage nerveux, ce genre de choses. C'est qu'en fait, quand le corps est épuisé, beaucoup d'actions partent un peu en sucette. On va pas se mentir, beaucoup d'actions partent un peu en sucette. Le meilleur exemple, c'est faites un marathon. À la fin, vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous marchez pas droit. Vous voyez flou, vous n'arrivez pas à mâcher. T'es en mode économie d'énergie. T'es en comme ton économie portable. d'énergie. Voilà, t'as plus de Exactement. batterie. T'as écoulé tes batteries. Pourquoi? Parce que pendant des heures et des heures, là pour le coup ça consomme pas beaucoup de batterie, hein, mais tout ton corps il fait Ouais. pendant 40 km. Forcément, au bout des 40 km, t'es là. Quand t'es là, bah parler, normalement, ça demande ça. Réfléchir, ça demande ça. Voir, ça demande ça. Ah, on n'a plus. Voilà. On n'a plus, chef. Ouais. Donc, d'ailleurs, s'il fallait prouver que il ne faut pas travailler les jambes, travaillez pas les jambes en hypertrophie, ça ne nous sert pas. Mais travaillez les jambes parce que vous imaginez la taille du muscle, la taille de la batterie, Ouais, c'est ça. vous voulez pas l'utiliser? On peut rappeler que, en gros, les muscles les plus gros sont ceux avec la plus grosse batterie, si on veut rester dans la métaphore. Et C'est si une énorme vous avez batterie. déjà fait du hip thrust en musculation, du soulevé de terre ou n'importe quel gros exercice où on peut mettre super lourd, tu ressors de ta série, tu Bah. vois des étoiles. Et très facile. Tu fais un petit deadlift en sous-maximal, léger, genre allez, un petit 90%. Hein. Tu te mets bien. Déjà, juste après, t'es pas fier. Hein. Tu le refais. Et tu le refais. On reste à 90, c'est-à-dire c'est pas tu gardes le même poids, c'est que tu as fait à 90%. Tu essayes de retrouver ton 90% de ce qui reste. Tu essayes de retrouver ton 90% de ce qui reste. Je peux te dire qu'après, tu marches comme si tu avais eu la meilleure soirée de ta vie. Ouais. Tes genoux, ils font... On peut dire ça comme ça, ouais. C'est waouh, c'est assez incroyable. Bah, ça, c'est que vous avez mis à plat vos batteries. Évidemment, la première batterie qui sera à plat, et donc la première batterie qui partira en sucette, c'est la batterie sollicitée principalement. Là, on parle de la mini-cellule. Bon, bah, dans le cas du soulevé de terre, ouais, ton bas du dos, tes jambes. Voilà. Tes bras, ça va. Mais si t'es allé au bout du bout, même eux, ils vont commencer à faire un peu n'importe quoi. Bien Et sûr. tout ce qui consomme beaucoup part très vite.
Si vous trouvez que vous vous prenez souvent la tête, faites du deadlift, vous allez voir, vous allez plus trop vous prendre la tête. Pas longtemps, hein, pendant 2-3 heures, le nerveux ça récupère assez vite. Alors, Ouais. le nerveux ça récupère en 2 grosses strates, à mon goût. Tu vas me dire si je dis des bêtises. Ouais. 2 grosses strates, t'as la récup, comme la mémoire. T'as la mémoire court terme, la mémoire long terme. Ouais, c'est pareil. Voilà. Je suis d'accord. T'as le nerveux court terme, tu peux pas marcher, tu peux pas réfléchir, tu vois flou, ça va revenir vite. Et t'as le nerveux long terme. Si tu fais des exercices vraiment impactants sur le nerveux, tu me regardes me tordre le doigt, c'est ça? J'adore. Oui. T'inquiète C'est pas, prometteur mon pour la suite. T'inquiète pas, mon gars. Donc, si vous faites ce genre d'exercice impactant nerveusement sur le court terme à répétition, il y a un moment où vous allez vouloir attaquer votre exercice nerveux, vous vous êtes reposé toute la nuit, alors que normalement en 2-3 heures vous récupérez, vous prenez votre barre et il se passe rien. Mais genre rien. Et les muscles ils vont bien, hein. Le cerveau il va bien, la technique elle va bien, mais t'es là et tu fais comment ça? Si vous avez peur des retours à l'entraînement où vous vous dites putain mais je comprends pas, j'ai tout et ça passe pas, c'est le nerveux. Votre nerveux n'est plus réactif. Il faut le ramener dans le droit chemin. C'est bien ce que tu dis parce que je vois que tu as vraiment le fond. En gros, c'est question de quantité et de sensibilité. Les Vous êtes neurotransmetteurs, désensibilisé si vous faites des pauses longues. en gros, ton neurotransmetteur, donc tous les neurotransmetteurs, ça c'est valable pour tous. Neurotransmetteur, imaginez si vous avez fait un tout petit peu d'électronique, c'est basiquement comme un microprocesseur. Ouais, pour simplifier plus la chose, on peut imaginer que tu as 2 neurones, ce qui fait passer l'information entre les deux, c'est un Voilà. neurotransmetteur. Donc, si tu dois faire un mouvement qui demande une grosse action, une grosse réflexion, etc., bah, tu vas sécréter un neurotransmetteur excitateur, parce qu'en gros, il faut que le courant il s'accélère. Tu as plein de neurotransmetteurs excitateurs qui vont dire soulevez terre, soulevez terre, soulevez terre, soulevez terre à l'autre. Et donc, tu vas créer une grosse décharge qui s'amplifie et blam, là, tu vas voilà. Tu peux vraiment imaginer un gros Kamehameha qui fait et là tu soulèves ta barre. Autant te dire qu'après le neurotransmetteur il a juste envie de dormir. Voilà, il est cramé. Donc justement, j'y viens. Donc quand tu dois aller dormir, tu as des neurotransmetteurs inhibiteurs qui disent dodo, 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 dodo. Si vous vous intéressez à la neurologie, c'est beaucoup plus complexe, mais ce concept-là se retrouve dans tout votre cerveau. Voilà, donc là c'est vraiment super imagé. Mais donc l'effet d'un neurotransmetteur, donc le fait qu'il puisse transmettre cette information-là, ça dépend de 2 choses. Ça dépend de la quantité, donc des réserves que tu as, mais ça dépend aussi de la sensibilité, parce que ton neurotransmetteur il passe d'un neurone à l'autre, mais le récepteur qui est là, s'il est déjà saturé, qu'il en a trop bouffé ces derniers jours, bah il dit non frérot, je laisse pas passer l'information. Donc en gros tu peux voir ça comme le café. Tu bois du café tous les jours, bah au bout d'un moment ça te fait plus rien. Soit il te faut plus de café, soit il faut que tu arrêtes d'en prendre pendant un moment pour que ça revienne. Et ben les entraînements, c'est exactement pareil. J'ai un autre parallèle que tu vas trouver faux, mais il est purement pédagogique. C'est faux entre guillemets. C'est faux. Faux. Cette blague pas plus. Désolé Colin. Ça c'était quand t'as commencé le street. Mais j'ai un parallèle qui est pas vrai, hein, attention, ce que je m'apprête à dire est faux d'un point de vue biologique, de ce Mais que ça j'en donne sais une en tout idée. cas. Mais ça donne une idée qui peut être intéressante. Imaginez un boxeur. D'un côté, il peut être puissant, de l'autre côté, il peut être précis. S'il est puissant et précis, il est super puissant. C'est supra efficace, c'est incroyable. S'il est que précis, c'est optimisé. Genre, c'est vraiment optimisé. Donc, il est plus important d'avoir une sensibilité haute que trop de quantité. Mais en soi, être très puissant permet quand même de compenser pas mal si vous manquez de précision. Donc, si vous avez énormément développé votre nerveux, ça, vraiment, hein, prenez en compte que ça ne marche pas en réalité ce parallèle pour comprendre le fonctionnement. Mais pour comprendre ce que ça donne à votre corps, c'est pas si mal. Parce que si vous avez entraîné pour avoir une grande quantité de nerveux, mais que vous avez justement spammé le nerveux, vous serez moins efficace que si vous avez habitué votre nerveux à mort avec moins de quantité. Ça, c'est précision, puissance. On reprend mon boxeur. Un bon boxeur a plus d'intérêt à être précis que puissant. Jusque-là, tu me suis, t'es d'accord, ça va? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais bien évidemment que ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est avoir des phases où on va travailler la puissance, puis, à une fin précise, soit un jour J, soit machin, on va venir
optimiser notre sensibilité et éviter de l'épuiser, faire qu'elle soit de plus en plus précise, que le neurotransmetteur soit de plus en plus efficace, pour que du coup cette énorme quantité, ce kamehameha, tape juste. Alors là, ce que tu dis, du coup, ça rejoint vraiment bien la préparation à la compétition dont on Tout voulait à parler. fait. C'était Donc, aussi un moyen de raccourcir. Ça fait une bonne transition. Ça rejoint pas Je vraiment. translate. Alors, c'est pas, ouais, c'est pas vrai dans le Ah sens non, de c'est pas vrai. ce que je disais sur les neurotransmetteurs, le fait de, ouais, tu reviens le lendemain, même si t'as aucune courbature, tout ça, t'arrives pas à envoyer. Ça, c'est parce que ton neurotransmetteur, il est. Oui. Enfin, c'est Non, comme si t'avais ton bu image de de la caféine, Monster de la voilà. veille, voilà. Ton image de caféine est bien plus pertinente pour savoir comment ça marche à l'intérieur. Mais moi, mon image, c'est vraiment pour savoir comment on le ressent à l'extérieur. Et sur le long terme, comment on s'arrange, comment on travaille nerveux, musculaire et technique afin d'arriver le frais le jour J pour la compète et on est au taquet. Donc C'est on rejoint le sujet du début du coup après avoir fait le plus gros virage à 90 degrés. déjà vous. C'est- Ah, mais c'est- Ton papy quand il te dit ouais mais t'inquiète c'est un raccourci. c'est une ligne droite, il prend une rue parallèle. Non mais c'est plus rapide, je connais. Il y a toujours des bouchons sur cette rue où il y avait personne à 2h du mat. T'es vraiment sûr que tu veux me poser 3 questions? On va s'arrêter à une, mais on abordera du coup dans d'autres podcasts dans la Il chaîne. en avait que 3. Moule moule Que et 3 dur. Ah, questions. j'avais que 3 questions, je me suis dit. Non, ouais, t'as vendu le projet. j'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Encore, on n'est pas assez con pour mouler du raccord. Tu es un sanglier. Tu es un sanglier. Je suis un sanglier. Je suis un sanglier. Tu me casses les couilles parce que t'as absolument toutes les références que je balance, tu comprends? Mais j'en ai que t'as pas. C'est insupportable. C'est parce que je suis plus vieux. Oh, je suis vieux. Je suis vieux. Bref. Oh, le nerveux, c'est l'un des trucs qui prend le plus cher avec l'âge. Voilà. T'as d'autres gars. Voilà la petite C'est pour ça que Colin, bon. Ah, le nerveux est mort. Ah. Et si vous voulez qu'on reprenne le parallèle encore plus, je vous ai parlé du neurologique et tout. Je suis TDAH. Cela veut dire que moi, quand je vous ai fait le parallèle avec la précision et machin, pour le ressenti, hein, pas pour le réel, le TDAH, ça fait que au niveau de l'influx neuronal ici, eh ben ça fait kamehameha, mais ça tire partout. C'est ça part dans tous les sens. Ça tire partout. Très pratique pour apprendre des choses, très pratique pour travailler dans des milieux sous pression. Infernal pour faire un travail de 7 heures de suite quand on te dit bah il y a encore des dossiers alors que ça fait 2 heures que ton cerveau il fait. Donc, conclusion, c'est grosse puissance, grosse précision, mais pas longtemps. Ben, là on rejoint. Là, tu on vois, est dans là, le on, cerveau, là, on- là. non mais là on lit les deux vraiment genre Ouais. fusion vas-y. Toi ta théorie interne, moi ma théorie du ressenti externe. C'est-à-dire que moi du coup c'est zéro précision, grosse puissance et du coup qu'est-ce que ça donne quand on balance de la puissance comme un bourrin et qu'on tape pas où il faut, et ben on gaspille son énergie, Jamy. Et il y a un moment, on tombe à plat. Et oui, et ça rejoint ce qu'il disait. Je me désensibilise à une vitesse fulgurante. Mais t'as parlé de rejoindre, mais il est où, Jolan? Jolan, pourquoi c'est gratuit, Jolan? Fin du podcast. Tu veux qu'on l'arrête comme ça? Non, on peut pas finir là. Ceci n'est pas une vraie fin. Tu peux retrouver la partie 2 du podcast sur la chaîne Moule Moule et Duratron qu'on vient de créer. Je te mets le lien dans la description. J'espère que la suite du podcast te plaira. On explique en détail la préparation physique pour la compétition. Donc ça vient vraiment en complément de ce que tu viens de voir. J'espère que le format podcast te plaît. Donne-moi ton avis en commentaire. Je te dis à la prochaine. C'était Moule Moule et Duratron. On fait une fausse fin. On fait... Là, tu mettais la musique de fin avec le cliché. Là, je joue To Be Continued de Jojo Saraguita. C'est ça. Juste ça, t'as un fondu au noir au moment où je pars, et d'un seul coup, il y a toi qui joues ton Be Continued. Il y a le déroulé sur ta gueule, Le rideau. avec genre réalisateur, Moulax, intervenant, moule et Duratron.